Effectivement, on va en rester d'abord dans un tout premier temps. Qu'est-ce que ça représente, le droit à la participation concrètement dans la Convention internationale des droits de l'enfant? L'article 12 et l'article 13 en font mention, comme par exemple, donc l'article 12, c'est les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité. Les mots importants qu'on voit ici, c'est vraiment garantissent, les États parties garantissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement qu'on met en toutes les conditions pour qu'elles soient propices afin que l'enfant puisse mettre en œuvre son droit à la participation. Et dans l'État partie, il y a effectivement différents aspects. Il y a les gouvernements, mais il y a aussi les écoles, il y a aussi toute personne encadrant un enfant. On doit aussi pouvoir faire en sorte que ce droit à la participation puisse être mis en place. On parle de capacité de discernement. L'enfant ne doit pas en faire la preuve, mais on imagine et on espère en tout cas que l'enfant est capable de réfléchir s'il reçoit les informations adéquates pour pouvoir y travailler. Et le cadre également qui est assez important, on l'a déjà entendu quelques fois. La notion de liberté, parce qu'on ne peut pas obliger un enfant ou qui que ce soit à participer à un processus. Il a le droit de dire non, il a le droit de pouvoir aussi agir en toute sécurité, dans un cadre sûr. Ce n'est pas forcément indiqué directement ici, mais c'est une notion qu'on doit entendre également. Et quel que soit son âge au bout du compte, il n'y a pas de limite d'âge dans la Convention, elle n'est pas précisée. Et donc, par exemple, dans ma pratique, moi j'accompagne des écoles dans le cadre du partenariat School for Rights, dans des trajets d'éducation aux droits de l'enfant et d'école aux droits de l'enfant. Et dans des écoles primaires et maternelles, on me demande aussi, mais comment faire en sorte que des petits bouts qu'on n'imagine pas à 3-4 ans, pouvoir déjà donner leur avis sur certains aspects de la vie de l'école. Et en fait, c'est possible. C'est pas forcément facile, ça demande du temps, ça demande de la préparation, ça demande de l'engagement. Ça concerne un petit peu tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Et c'est possible, donc. L'article 13 parle, lui, plus concrètement sur la liberté d'expression. Donc, l'enfant a le droit de donner son avis. Il a le droit de chercher les informations et il a le droit d'en partager avec d'autres et de débattre et de les défendre. Donc, ce sont vraiment des droits essentiels. Si on regarde la Convention internationale des droits de l'enfant, donc ici, elle est représentée donc dans le partenariat. On la représente dans un cercle des droits, comme on l'appelle, avec 9 clusters. Et vous pouvez voir en fait ces clusters, ces groupes d'articles de droit qu'on a regroupés ensemble pour faciliter la compréhension, que la participation est vraiment un droit essentiel et que sans lui, sans cet outil, les autres droits ne peuvent pas être dans leur plein potentiel. Donc la participation, comme la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à la vie et à la survie, donc les 4 piliers de la Convention, sont vraiment des outils principaux. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire quand on est avec des enfants et des jeunes pour que la participation soit effective? On pense à plein de choses, on a beaucoup d'idées, mais au bout du compte, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se dire que l'enfant, quel qu'il soit, son âge, sa maturité, ses conditions sociales, ses conditions physiques, psychologiques, reçoit des informations adaptées et éclairées. Grâce à cela, l'enfant pense. Et oui, ça arrive. L'enfant pense. Et il réfléchit aussi. Cela lui arrive quand on le met dans les bonnes conditions. Grâce à tout ça, il peut aussi se forger sa propre opinion et il peut l'exprimer. L'enfant est entendu. L'enfant peut participer au débat. Et l'enfant a un impact sur le résultat final ou sur la décision qui a été prise. Et au bout du compte, dans tout ce chemin vers la participation, l'enfant est aussi informé du résultat de sa participation. Ça paraît commun, ça paraît aller de soi. Et pourtant, dans le contexte actuel, et surtout par exemple dans les contextes de crise comme le Covid, on se dit on n'a pas le temps. On se dit le cadre ne s'y prête pas. On voudrait bien, mais ça n'est pas possible parce que je suis tout seul. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient aider à améliorer la participation des enfants et des jeunes à l'école et en dehors. Quand on pense à un processus participatif, on pense qu'il doit être
transparent et instructif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout du compte, quand vous emmenez un enfant ou un jeune dans un projet participatif, il doit comprendre de quoi on parle. Il doit comprendre les étapes. Il doit comprendre le contenu. Il faut que ça soit volontaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en lien avec l'article 12, on ne peut pas obliger un enfant. Il peut être libre de participer ou non, de donner son avis ou non, et de choisir la modalité de participation également. La seule chose, c'est qu'il faut que ça soit respectueux. Donc, on est aussi respectueux des avis et des jugements de l'enfant. Pertinent par rapport aux thématiques. Clairement, le sujet doit aussi parler à l'enfant. C'est un sujet qui doit le concerner. Adapté à l'enfant. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir lui fournir l'information aussi de façon à ce qu'il la comprenne. Je parlais tout à l'heure des enfants en maternelle. Bien là, les situations qui avaient été mises en place, c'était de travailler avec des images, de travailler avec un accompagnant de 6e primaire, par exemple, pour qu'il y ait comme un buddies, un accompagnant. Et à ce moment-là, les interactions étaient différentes et les possibilités de participation se mettaient en place au fur et à mesure. Inclusif, tout le monde peut y participer. Vous trouvez les modalités, le cadre et le contexte pour que cela puisse se faire. Appuyé par la formation. Souvent, on se dit qu'on a toutes les capacités pour pouvoir faire ça, qu'on a une bonne écoute, une bonne oreille, mais ça n'est pas suffisant. Comme vous l'avez entendu, la formation à l'éducation aux droits de l'enfant, c'est quand même tout un chemin. Ça touche les droits, ça touche la façon de réfléchir aux droits, ça touche la façon de communiquer à propos d'eux et d'enseigner et d'être à l'écoute. Donc, recevoir un appui dans cette formation est important pour pouvoir être à l'écoute des enfants et des plus jeunes. Le cadre dans lequel le processus se passe doit être sûr et on tient compte des risques. L'enfant doit être protégé. Il doit pouvoir donner son avis sans risque pour lui et pour sa vie. Et c'est un processus aussi responsable, c'est-à-dire qu'on fait des suivis et des évaluations et on informe aussi l'enfant du résultat de sa participation. Je suis passée très, très vite sur ces schémas parce que, comme on l'a déjà dit, évidemment, il n'y a pas réellement beaucoup de temps, mais c'est un petit peu comme une checklist à laquelle il faut penser quand on veut travailler dans un processus participatif aux droits de l'enfant. Au bout du compte, vous pourriez me demander, mais à quoi ça pourrait servir de travailler la participation à l'école? En tout premier lieu, pour paraphraser une de mes collègues, c'est qu'au bout du compte, la décision qui sera prise sera la meilleure, puisqu'en fait, les personnes concernées ont été impliqués dans le processus. Et ça ne veut pas dire qu'on va faire tout ce que les enfants demandent. Non, l'objectif est de réfléchir ensemble à trouver des solutions. Vous seriez surpris de voir ce qu'il peut ressortir comme chose surprenante, imaginative, adéquate des personnes qui sont impliquées dans les questions à résoudre. Pourquoi travailler encore la participation à l'école? Mais parce qu'au bout du compte, ça permet aux élèves d'être des acteurs et des actrices engagés aussi dans leur école. Et dans le futur, de devenir aussi des citoyens et des citoyennes du monde actifs et avisés. Ils vont comprendre ce qui se passe autour d'eux et ils vont pouvoir réagir. On va également responsabiliser et renforcer les capacités de l'élève. Il va apprendre à écouter, il va pouvoir argumenter, il va apprendre le respect. Et ça va aussi améliorer le lien avec l'équipe pédagogique. Donc, ça demande du temps, ça demande de la préparation, mais au bout du compte, c'est que du bénéfice. Comment est-ce qu'on peut favoriser cette participation? Ma collègue Shaïda, vous en avez parlé lors de la session 1, mais je reviens un peu là-dessus parce que moi j'appelle ça un peu un moyen mémotechnique pour se souvenir. Et c'est tant pour les adultes que pour les enfants. On appelle ça un peu le principe tête, main, cœur. Et c'est au bout du compte aussi de travailler sur, par et avec les droits de l'enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez compris de quoi on vous parle, vous êtes convaincu et vous savez que c'est important et on peut le mettre en pratique. Et ça, c'est autant pour les adultes que pour les enfants. Parce qu'au bout du compte, quand on veut faire de la participation, on veut que ça soit durable et on veut que ça soit efficace et on veut que ça soit éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que 2 réunions de conseil de classe, pour paraphraser Hugo de la session 1, c'est de la participation? Non. Si vous regardez un peu la checklist dont on a parlé un petit peu il y a quelques slides, il manque quand même quelques aspects. Et dans la préparation, dans la prise en compte de la vie, dans la régularité, même dans la confiance qu'on pourrait avoir. Il ne faut pas juste dire qu'on fait de la participation. C'est en ça que le chemin est aussi important que le voyage. C'est parce qu'en fait,
Le but à atteindre peut parfois être loin, mais ça veut dire que ce que l'on met en place pour y arriver peut déjà être participatif. Et on peut déjà mettre les bonnes balises en place pour acquérir ces compétences. Dans ce processus, l'enfant est clairement un sujet. On lui rend sa capacité d'action, de réflexion. C'est parfois difficile dans une classe. Je peux entendre 20 élèves qui ont tous envie de parler, de donner leur avis sur tout le temps. Ça peut être compliqué à gérer. On l'entend fort bien. Mais on peut créer un cadre et un contexte dans lequel l'avis de l'enfant peut être recueilli et sur lequel on peut travailler. Et ça crée une autre dynamique dans une classe. Si je devais faire des recommandations, et je rejoindrai aussi un peu Madame Marie Wernand dans ce cadre-là, c'est qu'au bout du compte, on ne peut pas se contenter de juste travailler au niveau des élèves. À ce niveau-là, oui, on peut dire on va respecter le processus de participation. On va faire confiance aux élèves. Parfois, c'est compliqué. Et on va prendre le temps de travailler avec eux. On va essayer d'avoir ce temps-là. Il faut aussi travailler au niveau de l'établissement scolaire. Le contexte doit pouvoir permettre ce genre de choses. Et ce n'est pas toujours facile, parce qu'il n'y a pas forcément les ressources humaines, parce qu'il n'y a pas forcément les ressources matérielles, parce que la culture de la participation n'y est pas encore. On voudrait bien, mais ça ne se met pas et on ne sait pas encore. Il y a des formations pour ça et on peut vous y aider aussi. Il faut essayer que ce processus ne soit pas juste un one-shot pour faire joli, mais qu'on réfléchisse vraiment à un engagement dans la durée pour toute l'école et pour les élèves. Et au niveau politique, clairement, on sent qu'il y a une intention et une envie de pouvoir agir dans le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais moi, j'aurais envie de proposer de pouvoir réfléchir pour ces politiques aussi avec, pour et sur les droits de l'enfant, qu'ils soient aussi dans cette même démarche de compréhension et qu'ils puissent mettre aussi un cadre et un contexte propice. Oui, pour les enseignants. Pardon, j'ai entendu quelqu'un qui dit pour les enseignants et les pratiques. Merci pour l'accès de ton PC. Salut, bisous. Il y a un micro qui est allumé. Oui, c'est pas grave. Et donc, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour créer un climat et un contexte favorable à la participation au sein de l'établissement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, ce ne sont que quelques pistes, et c'est des choses qui peuvent vraiment être travaillées en co-construction avec les enseignants et avec les élèves. Mais en tout cas, informer les élèves sur la convention, avoir du contenu de la vie quotidienne et des leçons qui sont aussi en lien avec les droits, avoir des activités engageantes pour toute l'école. On peut aussi recueillir la parole de chacune et de façon totalement inclusive et adaptée, et garder une certaine flexibilité et un respect. Il faut pouvoir offrir un cadre et un espace et une structure et des ressources qui permettent cette participation. Ça marche dans les deux sens. Donc, on peut parler des conseils d'élèves et des conseils d'école, mais ça peut être aussi avoir des outils qui permettent cette participation, comme des boîtes à idées, des murs d'expression, des moments dédiés en classe pour l'échange. Il faut se former. Il faut au bout du compte que toute l'école s'engage dans cette démarche et que les politiques s'engagent également là-dedans.